Chapitre 5, leçon comparée du passé au présent. Commençons par la définition de la paix de désescalade, type d'accord négocié avant que le conflit n'atteigne son paroxysme. Il vise à transformer une position militaire initiale en gain diplomatique, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent. Cela repose sur l'hypothèse d'une résistance limitée et d'une volonté politique des deux côtés. Dans cette leçon comparée, comparons le passé et le présent à travers ce tableau, les constantes des échecs diplomatiques. Comparons donc Versailles et Istanbul. L'histoire des négociations de paix révèle des schémas récurrents dont l'analyse comparative permet d'identifier des constantes structurelles dans les échecs diplomatiques. L'un des traits les plus marquants est l'exclusion d'un acteur central du processus de décision. À Versailles, l'Allemagne fut tenue à l'écart de la rédaction du traité, qui la liait pourtant de façon contraignante, comme nous l'avons vu dans le chapitre 1. À Istanbul, la Russie fut initialement partie prenante d'un accord préliminaire, mais vit ce processus interrompu non par un désaccord bilatéral, mais par l'intervention extérieure d'acteurs non impliqués directement dans les combats, comme nous l'avons vu dans le chapitre 4. Cette exclusion, qu'elle soit initiale ou postérieure à un compromis fragile, nourrit un ressentiment durable qui mine la légitimité de l'accord et le rend politiquement intenable à moyen terme. Une autre constante réside dans la faiblesse des garanties offertes. La Société des Nations, privée de la participation des États-Unis, manqua dès l'origine de la puissance nécessaire pour assurer l'exécution des engagements. De même, les propositions de garantie internationale en 2022, bien qu'élargies à plusieurs puissances, excluaient précisément les structures militaires et politiques capables de les rendre crédibles, telles que l'OTAN. Cette absence de mécanismes coercitifs ou dissuasifs transforme les engagements en promesses symboliques, facilement remises en cause dès que les intérêts tactiques évoluent. Par ailleurs, les deux processus reposaient sur un déséquilibre asymétrique, inscrit dans le texte même des accords. Le désarmement imposé à l'Allemagne, sans contrepartie équivalente pour les vainqueurs, ou la neutralité contrainte de l'Ukraine, sans limitation comparable imposée à la Russie. Cela crée une instabilité structurelle, car perçue comme des impositions unilatérales. Le facteur temporel joue également un rôle décisif. À Versailles, la pression pour signer rapidement, motivée par l'épuisement des populations et la peur d'un effondrement politique, a conduit à sacrifier la durabilité au profit de l'urgence. À l'inverse, en 2022, la pression pour ne pas signer, fondée sur l'espoir d'affaiblir durablement un adversaire par la prolongation du conflit, a substitué une stratégie de court terme à une vision de paix viable. Enfin, la manière dont les négociations sont médiatisées et intégrées dans des récits publics conditionne leur succès ou leur échec. Alors qu'en 1919, l'information était contrôlée et la diplomatie secrète encore possible, en 2022, la guerre de l'information omniprésente et polarisée a subordonné les choix diplomatiques à des impératifs de narration politique, où la légitimité juridique cède le pas à la mobilisation émotionnelle. Ces parallèles montrent que les échecs de paix ne sont pas dus à l'impossibilité objective de compromis, mais à des erreurs répétées dans la conception même du processus. Exclusion des acteurs clés, garantie non crédible, asymétrie imposée, temporalité mal calibrée et primauté du récit sur le droit. L'illusion de la victoire totale.
L'affirmation selon laquelle la guerre ne pourrait s'achever qu'avec la restitution intégrale de l'ensemble du territoire ukrainien, y compris la Crimée et le Donbass, constitue une posture politique qui s'écarte radicalement des contraintes matérielles et stratégiques du conflit. Cette vision d'une victoire totale repose sur une surestimation des capacités propres de l'Ukraine et une sous-estimation systématique des atouts structurels dont dispose son adversaire. La Russie bénéficie en effet d'un avantage démographique massif, sa population étant plus de 5 fois supérieure à celle des territoires ukrainiens encore sous contrôle du gouvernement de Kiev à partir de 2022. Sur le plan militaire, elle détient en outre l'arme nucléaire, un facteur dissuasif absolu qui limite toute perspective de défaite stratégique totale. Contrairement à l'Ukraine, qui a renoncé à son arsenal nucléaire dans les années 90 sans obtenir de garanties contraignantes. Sur le plan économique, la Russie a démontré une résilience inattendue face aux sanctions occidentales grâce à la réorientation de ses échanges vers des partenaires comme la Chine et l'Inde. Ce qui lui permet de maintenir son effort de guerre sur la durée. Dans ce contexte, persister dans une stratégie exigeant la reconquête intégrale de tous les territoires perdus revient à poursuivre un objectif dont les coûts humains, matériels et territoriaux croissent exponentiellement, sans perspective réaliste de succès. Une telle orientation relève d'une folie stratégique, caractérisée par la persistance dans une politique dont les conséquences négatives l'emportent largement sur les bénéfices envisageables, mais qui se perpétue grâce à un alignement d'intérêts entre élites politiques locales, appareils de sécurité, complexes militaro-industriels occidentaux et narratifs nationalistes étayés médiatiquement, tous renforcés par une dynamique d'escalade rhétorique qui rend toute concession perçue comme une trahison. La folie stratégique. La folie stratégique se manifeste lorsqu'une politique publique persiste dans une trajectoire dont les coûts humains, économiques et géopolitiques dépassent largement les bénéfices réalistement attendus. Non pas par erreur ou ignorance, mais en raison d'un alignement d'intérêts institutionnels et idéologiques qui en assure la perpétuation. Ce phénomène survient lorsque les décideurs, bien que confrontés à des analyses rationnelles, indiquant l'impasse de leur orientation, continuent à la défendre pour des raisons qui relèvent davantage de la logique interne de leur cercle de pouvoir que de l'intérêt général. Les élites politiques peuvent y voir un moyen de consolider leur légitimité en s'alignant sur un récit nationaliste simplifié. Le complexe militaro-industriel y trouve un terreau fertile pour le financement continu de ses activités. Et les médias, souvent captifs de dynamiques de polarisation, amplifient un discours guerrier qui marginalise toute voix, appelant à la modération ou au compromis. Ce mécanisme autocatalytique transforme une stratégie initialement justifiée par des objectifs de sécurité ou de souveraineté en une logique auto-entretenue, où l'admission d'erreurs devient politiquement inacceptable et où toute tentative de sortie négociée est stigmatisée comme une trahison. Le résultat est une escalade irrationnelle qui sacrifie les populations sur l'autel d'une cohérence apparente, alors même que les conditions objectives rendent la victoire totale illusoire. Quand les sondages mentent. Les sondages menés en Ukraine pendant le conflit armé avec la Russie ne reflètent qu'une part partielle et fortement déformée de l'opinion publique réelle. Cette déformation provient en premier lieu de l'exclusion systématique de segments importants de la population. Les territoires sous contrôle russe, représentant environ un cinquième de la superficie du pays et abritant une proportion significative de locuteurs russophones, sont absents des échantillons, tout comme les millions d'Ukrainiens ayant fui à l'étranger en tant que réfugiés. Ensemble, ces deux groupes représentent plus du tiers de la population totale,
ce qui rend les résultats des enquêtes d'opinion intrinsèquement non représentatifs de la société ukrainienne dans son ensemble. À cette lacune structurelle s'ajoute un climat de contraintes légales et sociales. Depuis 2022, des lois pénalisent toute expression publique interprétée comme une remise en cause de l'agression russe, y compris le soutien des négociations impliquant des concessions territoriales ou la reconnaissance de l'annexion de certaines régions. Dans ce contexte, de nombreux citoyens hésitent à exprimer des opinions critiques ou favorables à un compromis, même dans les entretiens anonymes, par crainte de sanctions ou de stigmatisation sociale. Ce phénomène de conformisme déclaratif, connu sous le nom de biais de désirabilité sociale, se manifeste clairement dans les écarts entre les réponses à des questions générales et à des propositions concrètes. Si une majorité relative se déclare en faveur de pourparlers de paix, le soutien s'effondre dès qu'il s'agit d'accepter des concessions territoriales, même minimes. Cette distorsion méthodologique et contextuelle font des sondages de guerre des instruments peu fiables pour évaluer la volonté réelle de la population en matière de résolution du conflit. Et leur utilisation sans précaution conduit à surestimer l'unanimité et la résilience du front intérieur. L'expression publique. Dans le contexte du conflit armé en Ukraine, l'expression publique de toute opinion perçue comme favorable à l'adversaire ou simplement critique envers la ligne officielle du gouvernement peut entraîner des sanctions pénales sévères. Ce climat juridique et social dissuade fortement toute discussion ouverte sur les possibilités de négociation, de compromis territorial ou même de reconnaissance de la souffrance du camp adverse. Ainsi, des actes aussi minimes qu'un simple like sur une publication évoquant les Russes comme des victimes de la guerre ont pu être interprétés par les autorités ukrainiennes comme un appel implicite à la collaboration ou à la remise en cause de l'agression russe, au point de justifier une condamnation judiciaire. Une retraitée de Lviv a notamment été condamnée à 4 années de prison avec sursis pour ce geste, révélant l'ampleur de la criminalisation du discours pacifiste ou nuancé. Dans un tel environnement, la simple évocation d'une paix négociée, surtout si elle implique des concessions, est assimilée non pas à une position politique légitime, mais à une trahison passible de poursuite. Cette répression du désaccord, même symbolique, altère profondément la liberté d'expression et fausse radicalement les données de l'opinion publique, rendant illusoire toute mesure fiable du soutien réel à la poursuite de la guerre ou à une résolution diplomatique. Revenons avec la confusion sur la légalité et la légitimité, comme nous l'avons vu au chapitre 1. En diplomatie, la distinction entre légalité et légitimité est fondamentale. Un traité peut être entièrement conforme aux exigences procédurales du droit international, signé, ratifié, publié, tout en manquant totalement de reconnaissance politique et morale auprès des populations qu'il concerne. Ce fut le cas du traité de Versailles, qui, bien que juridiquement valide et imposé dans le cadre d'un processus formellement reconnu, fut perçu par une large majorité des citoyens allemands comme une injustice humiliante imposée par les vainqueurs sans leur consentement véritable. Cette absence de légitimité sociale et politique en a sapé durablement la stabilité, en alimentant un ressentiment qui a facilité la montée des forces radicales hostiles à l'ordre international issu du traité de 1919. De la même manière, en 2022, un accord préliminaire avait été élaboré à Istanbul entre représentants ukrainiens et russes, intégrant des compromis réalistes sur la neutralité, les garanties internationales et le statut des territoires contestés. Bien que cet accord n'ait pas encore été formalisé par les chefs d'État, son contenu reflétait une marge de manœuvre acceptable pour les deux parties directement impliquées dans le conflit. Pourtant, il fut rejeté ou bloqué au motif qu'il ne correspondait pas à l'idéal d'une paix parfaite, une paix sans concession, une paix sans ambiguïté, une paix sans compromis géopolitique. Cette quête d'un traité juridiquement
irréprochable et politiquement satisfaisant pour tous les alliés extérieurs a conduit à ignorer une vérité centrale. Un accord de paix n'a de valeur que s'il est suffisamment accepté par ceux qui devront le vivre. Un traité techniquement parfait, mais perçu comme illégitime par l'une des parties, ou imposé contre sa volonté par des tiers, ne construit pas la paix. Il la diffère, en entérinant un cessez-le-feu fragile ou en prolongeant la guerre sous d'autres formes. L'erreur commune à Versailles comme à Istanbul consiste à confondre la conformité formelle avec la viabilité politique, et à préférer le mirage d'une justice absolue à la réalité d'un compromis suffisamment juste pour être durable. Analyser un échec diplomatique. Pour analyser de manière rigoureuse un échec diplomatique, il convient d'examiner systématiquement les ressorts profonds du conflit et les dynamiques qui ont empêché un compromis viable. Il faut d'abord identifier les motivations initiales ayant conduit à la guerre. Celles-ci relèvent rarement d'une simple agression, mais souvent d'une combinaison de menaces perçues, d'objectifs stratégiques non négociés ou d'erreurs d'évaluation mutuelle. Ensuite, il est essentiel de discerner les intérêts réels de chaque acteur impliqué. Ce que recherche une puissance peut différer radicalement de ce qu'elle affirme publiquement, notamment lorsque des considérations de prestige, de sécurité perçue ou de rivalité systémique entrent en jeu. Le rapport de force militaire constitue un cadre objectif qui détermine les marges de négociation réelles. Une asymétrie marquée en termes de population, d'armement, de capacité logistique ou de dissuasion nucléaire rend illusoire toute stratégie fondée sur une victoire totale et rend d'autant plus coûteux le rejet d'un compromis. La reconnaissance internationale ou son absence joue également un rôle crucial, car elle confère ou non une légitimité aux positions en présence, influençant à la fois la volonté des belligérants de céder et la disposition des tiers à garantir un accord. Il faut ensuite interroger les offres concrètement posées sur la table. Un accord préliminaire, même imparfait, peut constituer la seule fenêtre d'opportunité pour arrêter l'effusion de sang, surtout s'il intègre des concessions réciproques qui reflètent les contraintes matérielles du terrain. Enfin, et de manière décisive, il faut examiner qui a bloqué la mise en œuvre de telles offres et pour quelles raisons. Le refus de garantir un traité par des puissances extérieures au conflit, motivé par une stratégie de guerre par procuration ou par le désir d'affaiblir géopolitiquement un adversaire, transforme une paix possible en prolongation de la guerre, souvent au détriment de la population directement concernée. Chaque échec diplomatique se comprend donc non comme l'absence d'option, mais comme le résultat d'un calcul délibéré dans lequel la paix n'était pas la priorité absolue.